Fidèles téléspectateurs de C'est possible télévision, bienvenue dans notre rubrique Invité d'essai avec vous. Alors, je vous souhaite déjà bonne année parce que nous sommes déjà dans le nouvel an 2023. Et c'est vraiment un grand plaisir pour nous de nous retrouver encore une fois de plus dans cette nouvelle année parce que c'est une grâce, comme je l'avais dit autrefois, d'être sélectionné parmi les vivants. Alors, pour aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un monsieur dont avec lui nous allons discuter, nous allons parler sur la place de PVH au processus électoral. Nous accueillons déjà le monsieur en question qui est déjà ici avec nous sur ce plateau. Nous disons bonjour messieurs. Oui, bonjour Madame Rachel Itindi. Comment allez-vous? Non, sinon je me porte très bien, tout va bien. Quant à moi, je vous connais déjà très bien, mais aux téléspectateurs qui sont en train de vous regarder à la maison, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'ils puissent savoir qui vous êtes? Oui, je suis maître Epindu Lusanga Patrick. Je suis avocat près la Cour d'appel. Je suis coordonnateur national de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO en sigle, qui est un réseau de 529 associations travaillant pour la défense, l'intégration, la prise en charge, la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Pour le moment, je fais aussi l'office des directeurs exécutifs du Forum des organisations des personnes handicapées en Afrique centrale et dans le pays des Grands Lacs. Et j'ai fini mon mandat en novembre 2023. Donc, au courant de cette année, juste à la fin, il y aura de nouvelles élections qui seront organisées à Libreville, au Gabon. On va élire le nouveau directeur exécutif du FOFAC. Ok, merci beaucoup, maître Patrick Pindo. Je vois vraiment que le CV est vraiment lourd par rapport à vos responsabilités. Est-ce que par rapport aux statistiques de PVH des personnes avec handicap de la RDC, on peut compter combien? Bon, en République démocratique du Congo, on n'a jamais organisé un recensement pour connaître le nombre réel de personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, les chiffres qu'on donne pour les personnes vivant avec handicap, ce ne sont que des estimations. D'après les rapports de l'Organisation mondiale des personnes handicapées, les estimations du gouvernement de la République démocratique du Congo et aussi les estimations de certaines agences du système des Nations Unies, on estime les personnes vivant avec handicap en RDC à 13,7 millions. C'est ce qui représente 18% de la population de la République démocratique du Congo. Donc 18% de la population de la RDC sont des personnes vivant avec handicap. Donc il faut savoir aussi c'est un nombre aussi important de cette catégorie de personnes dans notre pays. Et la République démocratique du Congo aujourd'hui est le premier pays au monde qui a le plus grand nombre de personnes vivant avec handicap. Alors comment avez-vous fait pour réunir toutes les associations et fonder une fédération? Bon, nous avons senti qu'il y avait des organisations de personnes vivant avec handicap qui militaient pour le respect des droits des personnes vivant avec handicap, pour leur prise en charge, leur intégration dans la société, mais c'était difficile, cette reconnaissance. C'est ainsi que l'idée est venue, l'idée m'est venue moi-même, aussi avec certaines personnes, pour mettre en place la FENAFACO, qui devrait être une organisation fêtière ou une plateforme ou un réseau qui devrait réunir les efforts de toutes les associations de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo en vue de pouvoir faire des plaidoyers, une très bonne défense pour arriver à amener la communauté nationale et aussi les gouvernements à pouvoir faire respecter et respecter aussi les droits des personnes vivant avec handicap. C'est pourquoi déjà en 2006, nous avons créé la FENAFACO, mais c'était difficile les débuts. Les activités proprement dites, nous les avons commencées en 2009 jusqu'à aujourd'hui où nous menons des activités sur le terrain. Donc l'adhésion est libre à la FENAFACO. Beaucoup d'associations, les organisations des personnes handicapées se sont intéressées à nos objectifs, à notre but. C'est pourquoi ils nous ont rejoints. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le plus grand nombre des associations des personnes vivant avec handicap et nous avons des bureaux de représentation dans les 26 provinces de la RDC et aussi dans de grandes villes et les grands territoires de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Maître Pindou. Nous allons revenir pour parler encore de la FENAFACO, mais en attendant, nous devons entrer dans notre sujet du jour dont nous avons dit nous allons parler sur la place de PVH, de personnes avec handicap dans les processus électoraux.
Ma première question serait que vous puissiez d'abord nous expliquer quelles sont les étapes d'une élection. Non, les étapes d'une élection pour arriver à organiser les élections, nous avons la phase préélectorale, n'est-ce pas, où on organise tout par rapport aux élections. Et nous avons aussi la phase électorale où vraiment les scrutins proprement dit se passent. Et nous avons la période post-électorale où il y a beaucoup des activités aussi qui sont organisées, entre autres les contentieux électoraux, la publication des résultats provisoires, la publication des résultats définitifs. Donc je pense que ce sont là les trois grandes phases qui organisent les processus électoraux dans un pays ou dans un État démocratique qui organise ces élections. Donc c'est ce que je peux vous dire en résumé en ce moment précis. Mais dans chaque étape, il y a beaucoup des opérations à pouvoir suivre. C'est comme pour le moment, nous sommes dans la phase préélectorale où d'abord on a eu à avoir des textes légaux pour pouvoir organiser les élections, notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, avec la mise en place du bureau et de l'Assemblée plénière de la CENI. Et aussi, on a adopté la loi électorale qui devrait maintenant définir les règles du jeu pour pouvoir organiser ces élections. Et aussi, il y a beaucoup d'étapes, l'opération d'enrôlement d'identification d'électeurs qui se passe pour le moment au moins dans 9 provinces qui ont été retenues pour commencer cet enrôlement. Donc, il y a beaucoup des activités qui s'organisent dans une phase électorale. D'accord, Maître Pindo. Est-ce que vous pouvez nous faire une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre scrutin et vote? Oh, le jour du scrutin, bon, du scrutin et vote, je pense que non, les jours du scrutin, c'est ça les jours de vote. Donc, il n'y a pas de différence entre scrutin et vote. Ce sont seulement les mots qui changent. Ok. Parce qu'il y a parfois, nous avons des confusions et tout. Vous avez parlé de l'étape de l'identification. Alors, qui peuvent se faire identifier? Oui, je pense qu'il y a des conditions préalables qui ont été définies dans la loi électorale pour pouvoir s'enrôler et avoir sa carte d'électeur pour pouvoir voter. D'abord, premièrement, il faut avoir l'âge de 18 ans. Il faut avoir l'âge de 18 ans pour pouvoir obtenir sa carte d'électeur. Il faut être congolais. Il faut présenter son passeport. Il faut présenter soit l'ancienne carte d'électeur pour ceux qui ont déjà voté. Il faut présenter soit les certificats de nationalité. Ça peut prouver votre nationalité, mais pour pouvoir s'enrôler. Et s'il arrivait que vous n'avez pas, vous pouvez aussi présenter les permis de conduire en cours de validité pour pouvoir se faire enrôler si vous avez perdu votre carte d'électeur. Mais s'il arrivait que vous avez perdu tous ces éléments, tous ces documents dont je viens de citer, dans les bureaux qui est proche de votre domicile où vous voulez vous faire enrôler, il suffit seulement de prendre 3 personnes qui peuvent être comme des témoins, mais qui se sont déjà fait enrôler, qui peuvent témoigner que non, réellement, vous avez l'âge de 18 ans ou plus, ou si vous êtes congolais ou congolaise, vous aurez droit à pouvoir être enrôlé. Et aussi, la loi permet quand même à toutes les personnes qui ont 17 ans, pour le moment, de pouvoir se faire enrôler. Parce que jusqu'à ce que les élections seront organisées, ils auront déjà atteint l'âge de 18 ans. De 18 ans. Alors, quant à vous, étant président de la fédération, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour mobiliser les PVH à se faire enrôler? Bon, d'abord, premièrement, comme vous le savez, le processus électoral en 2006, en 2011 et en 2018 n'a pas vraiment pris en compte les personnes vivant avec handicap sur tous les plans. Et c'est en 2018 quand même, il y a eu un réveil des personnes vivant avec handicap de pouvoir participer au processus électoral. Parce que les personnes vivant avec handicap sont des personnes à part entière, ils ont des droits pour pouvoir participer aussi au processus électoral. Beaucoup d'activités, nous l'avons initié déjà en 2018 pour amener pour la sensibilisation de personnes vivant avec handicap de pouvoir participer au processus électoral. Parce que participer au processus électoral pour les personnes vivant avec handicap, c'est garanti dans les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, notamment à l'article 29
de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui est ratifiée par la République démocratique du Congo et aussi l'article 21 du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées et aussi l'article 49 de la Constitution de la RDC, à son alinéa 2 garantit le droit aux personnes vivant avec handicap de pouvoir participer au processus électoral dans des conditions d'égalité avec les autres personnes. Donc nous sommes appuyés à cela. À l'époque, paix à son âme, le fait Abbé Apollinaire Malumalu avait compris la chose. Il a tout fait pour que les organisations des personnes vivant avec handicap puissent être prises en compte dans les cadres, du cadre de concertation entre les organisations de la société civile et la CENI. Donc, nous avons été intégrés là-bas et nous avons même demandé à l'abbé Apollinaire Malumalu pour qu'il y ait vraiment cette prise en compte des personnes vivant avec handicap, qu'au niveau de la plénière de la CENI, qu'on puisse avoir quelqu'un qui devrait s'occuper spécifiquement de la question de l'handicap et les personnes atteintes d'albinisme. C'est pourquoi notre frère Jean-Baptiste Ndoundou, déjà à l'époque, à l'Assemblée plénière, s'occupait de cette question des personnes vivant avec handicap et les personnes atteintes d'albinisme. Ce n'était que les débuts, beaucoup d'activités ont été organisées, nous étions associés, mais à pas de tortilles. Et aussi, nous étions émiettés au niveau des organisations de la société civile. Donc, on avait beaucoup de difficultés de pouvoir faire entendre nos droits. Donc, notre voix ne s'attendait vraiment pas. Qu'est-ce qui faisait en ce que le voix de PVH ne puisse pas s'attendre? Oui, ce qui faisait, c'est parce qu'il y a déjà cette déconsidération-là aussi de la part de certaines organisations de la société civile qui considéraient que nous étions des sous-organisations, des organisations des personnes vivant avec handicap. Ces gens ne voyaient pas des compétences qu'avaient les personnes vivant avec handicap et les personnes atteintes d'albinisme au sein de leurs organisations. Mais on voyait plus notre handicap. C'est ce qui constituait déjà une barrière pour nous. Mais heureusement, il y a eu des partenaires qui nous ont appuyés déjà à l'époque. Il y avait NED, il y avait IRI, n'est-ce pas, qui ont appuyé. Et puis la grande plateforme des élections dans la société civile en RDC, AETA, Agir pour des élections transparentes et apaisées. Oui. Ils nous ont appuyés et cela nous a permis de pouvoir mettre en place une mission d'observation électorale spécifique aux personnes vivant avec handicap. Mais c'était une mission d'observation électorale pilote dans la ville-province de Kinshasa, la province du Congo central, la province du Kwango et la province du Kwilu. Nous avons surveillé les élections. Nous avons mobilisé les personnes vivant avec handicap à pouvoir adhérer les partis politiques. Nous avons mobilisé les personnes vivant avec handicap à pouvoir s'enrôler. Et aussi, à la fin, on a publié un rapport qui a servi beaucoup de partenaires techniques et financiers pour pouvoir rédiger les rapports aussi des différentes missions d'observation électorale. Donc on avait déjà vu qu'il y avait des avancées. C'est pourquoi, avec cette nouvelle CENI qui est arrivée, nous nous sommes dit on ne devait plus être dans un cadre de concertation au sein de la société civile avec la CENI. Nous avons fait un grand plaidoyer auprès du président Kadima pour que nous ayons un cadre de concertation direct entre les organisations des personnes handicapées et la CENI. C'est ce qui a été fait. Ces cadres de concertation aujourd'hui existent. Le président Kadima, en tout cas, il a manifesté sa bonne foi. Il a maintenant manifesté qu'il était défenseur des droits des personnes handicapées. Oui. Il a accepté de mettre en place ces cadres de concertation. Et aujourd'hui, ça existe. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a quand même certaines évolutions par rapport à la question de l'handicap, la question de l'albinisme au niveau du bureau et de l'Assemblée plénière de la CENI. Donc ces cadres existent. Nous continuons à mobiliser les personnes vivant avec handicap et nous pensons que non, il y aura des résultats escomptés. Quand vous avez dit que M. Kadima jetait un regard positif au PVH, alors maintenant, quels sont les dispositifs que la CENI a mis en place pour le PVH et les vulnérables? Bon, les dispositifs mis en place par la CENI jusque-là, la CENI a essayé un peu de pouvoir faire quelque chose, bien que tout n'est pas encore fait. Aujourd'hui, quand même, dans des bureaux d'enrôlement, les centres d'inscription des électeurs, les personnes vivant avec handicap sont priorisées. Quand vous venez, vous n'avez plus droit à pouvoir faire le fil d'attente, quoi. Donc, directement, quand vous venez... Est-ce que vous avez amené des enquêtes pour savoir que vraiment le PVH sont priorisés? Non, aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, les enquêtes continuent parce que nous regrettons même du fait que la CENI n'a pas encore donné les accréditations aux organisations de la société civile. La FENAFACO a écrit... Il y a aussi les gens qui la FENAFACO a écrit pour pouvoir... dire qu'on ne les reconnaît pas, et surtout les personnes atteintes d'albinisme. Oui, la FENAFACO... ne sont pas reconnues comme étant des personnes avec handicap. La FENAFACO a écrit au niveau de la CENI pour
avoir des accréditations des observateurs à long terme, à Kinshasa comme dans des provinces. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore ici des accréditations comme les autres organisations de la société civile. Cela nous permet de ne pas vraiment bien surveiller et enquêter sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, si les droits des personnes vivant avec handicap et les personnes atteintes d'albinisme sont respectés. Je sais que dans beaucoup de centres, et surtout en province de la République démocratique du Congo, nous recevons des appels téléphoniques de nos coordonnateurs provinciaux, les coordonnateurs des territoires, dont nos représentants qui sont là sur place. On nous dit qu'il y a beaucoup de difficultés avec les agents commis par la CENI pour faire cette opération d'identification, pour aider les personnes vivant avec handicap à pouvoir se faire enrôler. Donc dans des provinces, il y a des sérieux problèmes. Là, nous demandons même au président Kadima, avec toute son équipe et l'Assemblée plénière, de pouvoir encore parler ou intimer l'ordre à les différents secrétaires exécutifs provinciaux pour que les personnes vivant avec handicap aient accès avec priorité dans des centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs. À Kinshasa, néanmoins, dans la plupart des centres, surtout dans les communes à caractère rural, il y a beaucoup de difficultés des personnes vivant avec handicap de pouvoir accéder avec priorité dans des centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Mais dans d'autres communes, au moins, on donne quand même cette possibilité-là aux personnes vivant avec handicap. Je pense qu'il est temps encore à la CENI de pouvoir passer les messages aux agents commis pour faire ces opérations et aussi aux policiers qui rendent la vie dure aux personnes vivant avec handicap pour pouvoir leur faciliter de pouvoir s'enrôler dans des conditions d'égalité avec les autres personnes. Donc avec priorité, comme cela est dit dans la loi électorale, que les femmes enceintes, les personnes du 3e âge et les personnes vivant avec handicap ont d'abord le droit de pouvoir s'enrôler en toute priorité. Est-ce que faire passer ce message pour classer en premier les personnes avec handicap puissent avoir les cartes bien avant, de ne pas traîner, de ne pas faire la file et tout, est-ce que ce message devait être dit aux agents de CENI à présent, ou bien cela devait être déjà dit en avance? Non, parce que vu ils étaient déjà formés, non, je pense que formation et tout, est-ce que cela n'a été pas souligné à la formation? Je pense que madame, cela devrait être fait avant, cela devrait être dit avant. C'est même inscrit dans la loi électorale. Ce n'est pas les personnes vivant avec handicap qui ont voté la loi électorale. C'est le législateur. Nous pensons plutôt que non, c'est toujours la discrimination. C'est cette déconsidération-là de la personne vivant avec handicap. C'est pourquoi nous sommes en train de demander encore au président Kadima et toute son équipe. C'est pourquoi nous continuons à faire ces plaidoyers. C'est pourquoi nous leur demandons de pouvoir respecter la loi électorale pour qu'il y ait une priorisation de personnes vivant avec handicap, que ce soit les aveugles, que ce soit les personnes sourdes et malentendantes, que ce soit les handicapés moteurs ou handicapés physiques, que ce soit les personnes atteintes d'albinisme ou les personnes de petite taille, de pouvoir s'enrôler avec priorité. C'est ce que dit la loi électorale. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc voilà, c'est ce que je peux dire à ce stade ici. Et puis nous avons organisé beaucoup de campagnes de mobilisation à Kinshasa comme en province, avec l'appui des NED, avec l'appui des ERI, pour sensibiliser les personnes vivant avec handicap sur la loi portant enrôlement et identification des électeurs et aussi la loi électorale. Les personnes vivant avec handicap savent que non, elles sont priorisées. C'est pourquoi même vous sentez que non, il y a beaucoup de problèmes dans des centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs avec les agents de la CENI et les éléments de la police nationale congolaise qui ne veulent pas prioriser les personnes vivant avec handicap. Vraiment, il y a vraiment un problème parce qu'il y a eu quelques personnes qui m'ont écrit pour dire qu'ils étaient arrivés au bureau et il y a eu vraiment des complications pour se faire enrôler. Alors, je vous ai suivi l'autre fois lors d'une conférence dont vous encouragez le PVH dans la vie politique, c'est-à-dire d'oser postuler dans les prochaines élections. Maintenant, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place? Parce que cela déjà pose un problème, vu que le PVH, la majorité des PVH sont déjà des chômeurs, n'ont pas d'emploi. Peut-être la volonté peut être là, mais il n'y a pas de moyens. Maintenant, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place en tant que président de la fédération pour encourager ou soit motiver ces gens qui veulent postuler aux prochaines élections? Madame, notre première force comme personne vivant avec handicap par rapport à notre participation politique,
c'est déjà les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux qui garantissent nos droits de participer à la vie publique et à la vie politique. La première stratégie, d'abord, nous sensibilisons les personnes vivant avec handicap. Les personnes vivant avec handicap sont sensibilisées sur ces instruments juridiques. Les personnes vivant avec handicap sont sensibilisées pour qu'elles se considèrent comme des personnes à part entière, qu'elles ne sous-estiment pas, qu'elles peuvent faire de la politique comme toute autre personne. Nous avons connu aujourd'hui la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Mali. C'est une personne vivant avec handicap. C'est même la présidente de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. C'est pour dire que on donne quand même une place de participation à la vie politique aux personnes vivant avec handicap au Mali. C'est ce qui devrait se faire partout dans des pays africains. Donc notre première force, ce sont les instruments juridiques. Les personnes vivant avec handicap sont sensibilisées et je vous dis que beaucoup sont décidés à Kinshasa comme dans toutes les provinces de la RDC à pouvoir être des candidats à tous les niveaux des élections. Vous savez que nous avons 13 millions de personnes vivant avec handicap en RDC et personne ne pourra me contredire qu'aucun président en RDC n'a été élu avec 13 millions de voix. Donc il n'y a jamais eu cela. Donc si les personnes vivant avec handicap sont organisées, peuvent même faire élire un président de la République. Donc les personnes vivant avec handicap sont décidées de pouvoir déposer leur candidature au niveau de la députation nationale, députation provinciale, être des conseillers municipaux, des conseillers urbains, pourquoi pas des bourgmestres adjoints, des chefs de secteur. Donc partout, les personnes vivant avec handicap sont décidées. Et aussi l'autre travail que nous faisons, c'est de pouvoir sensibiliser les chefs des partis des regroupements politiques. Parce que les personnes vivant avec handicap ont été sensibilisées pour adhérer les partis politiques. Même avant, ils ont adhéré des partis politiques. Mais souvent, il y a une discrimination, il y a cette sous-estimation mise en arrière par les chefs des partis des regroupements politiques. Pour le moment, nous sensibilisons ces chefs des partis des regroupements politiques au niveau national et au niveau provincial pour respecter les instruments juridiques internationaux qui garantissent les droits aux personnes vivant avec handicap, afin de pouvoir les aligner comme des candidats dans leur liste électorale. Nous avons même déploré, on a donné la chance aux femmes par rapport à cette nouvelle loi électorale. La liste qui présente beaucoup plus de femmes, c'est une liste qui ne va pas payer la caution. Oui. On devrait aussi le faire pour les personnes avec handicap. Mais ça n'a pas été fait. Nous continuons à faire les plaidoyers, mais néanmoins, nous sensibilisons ces chefs des regroupements politiques et des partis politiques pour donner une place aux personnes vivant avec handicap. Et nous pensons que on pourra avoir beaucoup de candidats personnes avec handicap. Et si la chance nous est accordée, on aura beaucoup de personnes avec handicap qui seront élus à tous les niveaux. Moi, je suis convaincu avoir les capacités, avoir les compétences, avoir l'expertise aujourd'hui de personnes vivant avec handicap. Et les personnes vivant avec handicap à Kinshasa comme en province ont compris beaucoup des choses. Et il y aura beaucoup des élus personnes vivant avec handicap lors des élections de cette année 2023. Nous savons que les personnes vivant avec handicap ont l'expertise. Est-ce que les financements ne sera pas une barrière pour eux? Oui, je sais que la majorité des personnes vivant avec handicap vivent dans la pauvreté la plus extrême. Oui. Au moins 90% des personnes vivant avec handicap en RDC vivent dans la pauvreté la plus extrême. Ça, c'est aussi une des barrières pour leur permettre de pouvoir accéder à les instances de prise de décision. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus avec certains partenaires pour pouvoir voir comment aider les personnes vivant avec handicap à pouvoir battre leur campagne électorale, comment donner aussi certaines techniques aux personnes vivant avec handicap à pouvoir bien animer leur campagne électorale. Ça sont des stratégies que nous ne pouvons pas dire à la télévision, donc les tout. Oui. Nous sommes en train de travailler sur ça parce que notre souci est que nous ayons des personnes vivant avec handicap dans les instances de prise de décision. Parce que d'une façon sélective, non, plutôt d'une façon nominative, on ne donne pas cette chance-là. On nous a toujours mis dans la compétition. Oui. Alors, d'une façon sélective, on veut quand même avoir des personnes vivant avec handicap qui seront élies. Donc, les stratégies, nous les peaufinons et les stratégies sont mises en place. Et nous pensons qu'en 2023, il y aura des élus, personnes vivant avec handicap à tous les niveaux. Ok, maintenant parlons de la sécurité. Parce que nous connaissons tous qu'à l'est du pays, il y a des coups de feu, nuit et jour et tout. C'est comment la situation de PVH à l'est du pays? Oui, la situation des personnes vivant avec handicap à l'est du pays est très précaire. C'est une situation qui est déplorable. Les personnes vivant avec handicap dans les zones à conflit armés à l'est de la République démocratique du Congo sont abandonnées à elles-mêmes. Ni le gouvernement de la République démocratique du Congo, ni les agences du système des Nations Unies, ni les ONG internationales et nationales humanitaires
ne se préoccupe de la situation des personnes vivant avec handicap. Je pense que vous suivez les jours et les jours les informations et puis les différents rapports qui nous sont donnés par les gouvernements et qui nous sont donnés par les agences du système des Nations Unies et les ONG internationales. Nulle part on fait la mention aux personnes vivant avec handicap. Nous avons même un ministère au sein du gouvernement qui s'occupe de la question des personnes vivant avec handicap. Mais par rapport à la situation des personnes vivant avec handicap dans les conflits armés en RDC, les ministères ne se préoccupent pas. Ces ministères ne veulent même pas se rendre compte de la situation de ces personnes vivant avec handicap. J'ai eu la chance d'être dans la province du Nord Kivu, dans des missions d'inspection. J'ai parlé avec les différents leaders des organisations des personnes vivant avec handicap. Et puis nous recevons des rapports du jour au jour. Ces personnes vivant avec handicap sont en difficulté, ne sont pas protégées. Quand il y a des balles qui crépissent, beaucoup de ces personnes vivant avec handicap, on les tue, ils meurent. Mais personne n'en parle. Donc on ne fait pas allusion à cela, ni pas par les gouvernements. Et aussi, ces personnes vivant avec handicap ont besoin des vêtements. Ces personnes vivant avec handicap ont besoin de la nourriture, ils ont besoin des médicaments. Mais personne ne les accorde. Personne ne leur donne. Même ces ONG-là qui vont sur le terrain pour pouvoir apporter de l'aide, généralement, les personnes vivant avec handicap sont discriminées. C'est pourquoi, à travers cette émission, cet espace, nous demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo, dans son ensemble, et plus particulièrement les ministères en charge des personnes vivant avec handicap, de pouvoir prendre avec priorité et considération la question de la protection et de l'assistance humanitaire des personnes vivant avec handicap qui sont dans les zones à conflit armé. Parce que ces personnes vivant avec handicap-là souffrent. Nous avons même fait les plaidoyers, nous avons vu beaucoup des ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne pour leur parler de cette situation-là. Parce qu'ils accordent quand même des fonds au niveau de certaines ONG internationales qui œuvrent sur le terrain pour voir comment ils peuvent aider les personnes vivant avec handicap. Et aussi aux ONG internationales qui travaillent dans l'humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, nous leur demandons de pouvoir collaborer avec la FENAFACO, de pouvoir collaborer avec nous, de pouvoir collaborer aussi avec les gouvernements pour qu'il y ait assistance réelle de ces personnes vivant avec handicap, en vivres, en vêtements, en médicaments pour ces personnes vivant avec handicap, et aussi voir comment créer des camps pour ces personnes vivant avec handicap pour leur meilleure protection. La MONUSCO qui est sur le terrain ne nous rend même pas compte des rapports sur les personnes vivant avec handicap. Je pense que la MONUSCO aussi devrait faire la même chose pour mieux protéger les personnes vivant avec handicap dans les zones de conflits armés, parce que ces personnes vivant avec handicap aussi sont protégées par les droits internationaux humanitaires comme les autres personnes. Donc vraiment, là, j'en appelle surtout au ministère en charge des questions des personnes avec handicap de pouvoir vraiment prioriser cette question des personnes vivant avec handicap qui ont beaucoup de problèmes dans les zones à conflit armé à l'est de la RDC. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je pense que vous avez bien suivi Maître Pindou avec beaucoup d'attention. Là, nous sommes déjà en train de chuter. Dans notre rubrique invité dont nous avons discuté, nous avons parlé, Maître Pindou a vraiment bien explicité sur la place de PVH au processus électoral. Et là, nous allons poser la dernière question à Maître Pindou avant de mettre fin à cette rubrique dont nous allons poser cette question en disant quel est le bilan de la FENAFACO pour l'année qui vient de s'achever, l'année 2022. Oui, quelles sont les actions que vous avez menées sur terrain et tout? Le bilan de la FENAFACO pour moi en 2022 était très positif. Nous avons vraiment respecté notre plan d'action. D'abord, premièrement, la FENAFACO a réussi au mois de novembre 2022, l'organisation de la deuxième conférence sous-régionale sur les droits des femmes vivant avec handicap en Afrique centrale, qui a réuni des femmes qui sont venues des différents pays de l'Afrique centrale pour essayer un peu de réfléchir sur la question des droits des femmes vivant avec handicap. Et là, nous remercions aussi tous les partenaires et les agences du système des Nations Unies qui ont vraiment apporté leur soutien à la FENAFACO pour pouvoir réussir cet événement. La FENAFACO a lancé la campagne nationale de vaccination des personnes vivant avec un handicap. Parce que dans la campagne lancée par les gouvernements, on avait senti qu'on n'avait pas mis une attention sur les personnes vivant avec handicap. La campagne de Covid-19. Voilà, Covid-19, campagne nationale de vaccination contre Covid-19. Nous l'avons fait dans 13 provinces en 2022. Aujourd'hui, nous avons amené beaucoup de personnes vivant avec handicap à se faire vacciner contre le coronavirus, avec l'appui de l'ONG sud-africaine OSISA, qui nous a aidés par rapport à cela. La FENAFACO a organisé beaucoup des activités pour
la sensibilisation des femmes vivant avec handicap pour leur participation à la vie politique et à la vie publique. À Kinshasa, comme dans les provinces de la RDC, avec l'appui de NED et de l'IRI, ça nous avons fait, ça nous avons vraiment réussi. Nous avons mobilisé les personnes vivant avec handicap dans toutes les provinces de la RDC. Nous avons formé les personnes vivant avec handicap pour pouvoir élire, plutôt rédiger des cahiers de charges de leurs préoccupations ou leurs problèmes à présenter à l'autorité au niveau national, provincial et local. Ça, nous avons réussi dans la plupart des provinces. C'est une très bonne chose pour nous. La FENAFACO a beaucoup joué pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un cadre de concertation entre les organisations des personnes handicapées et la Commission électorale nationale indépendante. Ça, nous avons réussi cela. Donc, vraiment, bravo à la FENAFACO par rapport à ce travail que nous avons fait en 2023. Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée plénière de la CENI, comme auprès des membres du bureau, il y a des personnes vivant avec handicap qui y sont, en majorité des personnes sur des malentendantes. C'est un plaidoyer que nous avons fait. C'est pour dire que non, nous avons vraiment réussi à pouvoir faire ce que nous avons pu faire. La FENAFACO a organisé même des activités de sensibilisation dans les zones à haut risque, n'est-ce pas, dans les provinces de l'Est de la RDC. Dans la province du Nord Kivu, dans les sites de Kivu, à Idju, à Kaleye, à Bunagana, nous avons été pour sensibiliser les personnes vivant avec handicap sur leurs droits spécifiques, sur leur participation à la vie publique et à la vie politique. Ça, nous avons réussi. Et puis, nous avons apporté l'aide humanitaire aux personnes vivant avec handicap de la République centrafricaine qui se retrouvent dans la province de la Mongala et la province du Nord-Ubangi. Ça, on l'a fait. Donc, en tout cas, beaucoup d'activités. Le bilan a été très positif pour nous au niveau de la FENAFACO. Et en 2023 encore, là où nous avons senti des faiblesses, on va encore travailler durement. Et là, j'annonce déjà fin février, début mars, l'organisation pour la deuxième fois du deuxième forum national sur les droits des jeunes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Parce que la première édition était organisée en 2019. Ça va réunir les jeunes vivant avec handicap de toutes catégories d'handicap qui vont provenir de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo pour pouvoir réfléchir sur les droits des personnes vivant avec handicap et aussi sur leur participation politique. Et au mois de mai, la FENAFACO, nous allons organiser le deuxième conclave national politique des personnes vivant avec handicap pour voir maintenant les stratégies qui seront peaufinées pour aligner... Là, ça sera seulement dans la ville de Kinshasa? Non, on va inviter les personnes avec handicap qui vont venir des provinces. Des provinces. On va réfléchir sur les stratégies pour voir comment aligner des personnes vivant avec handicap comme candidats. Et on aura aussi des responsables des partis et des regroupements politiques qui seront avec nous à ce deuxième conclave politique des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est un peu ça. Que ce soit pour les forums de jeunes, il y aura des jeunes qui vont venir de l'intérieur du pays, qui seront avec nous. Donc il y aura beaucoup d'activités qui seront organisées en 2023. Et les soucis, c'est vraiment d'avoir un grand nombre de personnes vivant avec handicap être dans les instances de prise de décision. Et cela, c'est à travers les élections qui seront organisées en décembre 2023 et aussi en janvier et février 2024. Merci beaucoup, Maître Pindu. Est-ce que vous pouvez... vraiment, je vois vraiment que le bilan est très positif par rapport à ce que vous faites. Je sais que c'est ma première fois de vous recevoir sur ce plateau et ce n'est pas la dernière fois. Et pour aujourd'hui, quel est votre mot de la fin? Bon, les mots de la fin, d'abord, je commence par présenter les vœux les meilleurs à ma famille, à mes enfants. Les vœux les meilleurs aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, au gouvernement de la République. Je présente les vœux les meilleurs, tous les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je présente aussi les vœux les meilleurs à toute la communauté nationale de personnes vivant avec handicap, tous les militants et défenseurs des droits des personnes vivant avec handicap dans l'ensemble du pays, qui se battent jour et nuit pour le respect des droits des personnes vivant avec handicap. Je présente les vœux les meilleurs, plus particulièrement aussi à toutes les femmes vivant avec handicap de la RDC. Je présente les vœux les meilleurs aux responsables de la chaîne de télévision C'est Possible TV. Maître Patrice Mboki. Voilà, et aussi à toute l'équipe de C'est Possible TV. Merci et à vous-même. Merci. Et je finis par demander au président de la République de pouvoir respecter aussi ce qu'il dit par rapport aux personnes avec handicap, parce que nous sentons que dans toutes les nominations qui sont faites, les ordonnances qui sont signées, ce sont des ordonnances discriminatoires, où on ne retrouve pas les personnes vivant avec handicap et les personnes atteintes d'albinisme, alors que parmi ces personnes vivant avec handicap et les personnes atteintes d'albinisme, il y a des compétences, il y a des expertises. Nous pensons que nous devons être consultés pour que dans ces nominations, qu'on puisse aussi retrouver
les personnes vivant avec handicap et les personnes atteintes d'albinisme. Et cela va vraiment honorer la parole du président de la République et chef de l'État en République démocratique du Congo. Et aussi, je souhaite plein succès à tout le monde, à tous les responsables des associations de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est par ici que nous terminons cette émission. Et quant à moi, j'ai dit aussi, je souhaite me le meilleur à tous les téléspectateurs et aussi à tous les fans de notre tranche matinale. C'est avec vous. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve très prochainement.